Paris, 16e arrondissement. Cette nuit de novembre changea tout. Antoine Duval, PDG d'un empire technologique de 500 millions d'euros, devait épouser Camille Moreau, l'influenceuse la plus convoitée de France, avec ses 2 millions d'abonnés. Le mariage à 300 000 € au château de Versailles était planifié dans les moindres détails. Mais 30 secondes d'une vidéo de surveillance détruisirent tout. Sur l'écran de son téléphone, Antoine vit Camille déchirer avec une rage sauvage le dessin que sa fille Emma de 6 ans avait fait pour Marie, la nounou qu'il avait élevée après la mort de sa mère. Les morceaux colorés tombaient comme les larmes d'Emma, pendant que Camille les jetait dans le broyeur de l'évier. « Cette domestique ne mérite rien de toi !» avait-elle crié. Le mariage fut annulé le soir même. Mais la vraie histoire commença quand Antoine découvrit que Marie, l'humble nounou qui avait consacré sa vie à Emma, cachait un passé qui changerait 3 destins pour toujours. L'empire d'Antoine Duval s'étendait sur tout le quartier de la Défense. 42 ans, veuf depuis 6 ans, il avait transformé la douleur de perdre son épouse Claire dans un accident sur la 13 en obsession pour le travail. La Duval Technologies dominait le marché français de l'innovation. Mais le vrai trésor d'Antoine était Emma, la fille que Claire lui avait laissée. L'appartement de 2000 mètres carrés avenue Foch témoignait de sa réussite. Mais c'était le rire d'Emma qui remplissait ces espaces luxueux de vraie vie. Et derrière cette joie enfantine se trouvait Marie Rousseau, 52 ans, la nounou qui depuis 4 ans était l'ombre silencieuse et aimante de l'enfant. Ce jeudi après-midi, Antoine était dans son bureau de la Tour First quand son téléphone vibra. Le système de sécurité domestique signalait une activité inhabituelle. Depuis que Camille Moreau était entrée dans sa vie 8 mois plus tôt, Antoine avait pris l'habitude de vérifier les caméras, non par méfiance, mais pour voir Emma pendant la journée. L'écran lui montra une scène qui lui glaça le sang. Dans le grand salon, Emma pleurait désespérément tandis que Camille, impeccable dans son tailleur Chanel à 5 000 €, tenait les restes d'un dessin coloré. La femme déchirait méthodiquement chaque morceau avec une froideur qu'Antoine ne lui avait jamais vue. L'audio des caméras captura chaque mot cruel. Camille criait que Marie n'était qu'une servante, qu'elle ne méritait pas l'affection d'Emma, qu'elle serait bientôt renvoyée. L'enfant suppliait, expliquait que c'était un cadeau d'anniversaire fait avec le cœur. Mais Camille jeta tout dans le broyeur de l'évier, l'actionnant pendant qu'Emma hurlait comme si on lui arrachait l'âme. Marie entra à ce moment, attirée par les cris. La scène qui suivit fut encore plus révélatrice. La nounou s'agenouilla près d'Emma, ignorant complètement les insultes de Camille, et serra l'enfant en murmurant des mots de réconfort. Elle ne réagit pas quand Camille la traita de moins que rien, ne répondit pas quand elle lui promit de la licencier après le mariage. Marie ne pensait qu'à consoler Emma. Antoine ferma la vidéoconférence avec les investisseurs japonais sans même s'excuser. En 5 minutes, il était dans sa Bentley, fonçant vers l'appartement avec une fureur froide qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pendant le trajet, il repensa aux 8 mois avec Camille. Il l'avait rencontrée à un gala de charité à l'Opéra Garnier, avait été fasciné par sa beauté et son apparente affection pour Emma. Maintenant, il comprenait que tout n'avait été qu'une comédie. L'ascenseur privé s'ouvrit sur l'appartement. La scène qui l'accueillit était surréaliste dans sa normalité apparente. Camille parcourait Instagram sur le canapé comme si rien ne s'était passé. Emma était enfermée dans sa chambre. Et Marie était penchée sur l'évier de la cuisine, tentant désespérément de récupérer quelques fragments du dessin dans le broyeur. La confrontation qui suivit fut brève et définitive. Antoine ne haussa jamais la voix, mais chaque mot tranchait comme une lame. Le mariage était annulé. Camille devait quitter l'appartement immédiatement. Les menaces de la femme, ses cris hystériques sur la réputation ruinée, sur ses 2 millions d'abonnés qui sauraient tout, ne firent pas flancher Antoine. Il avait une seule réponse, la vidéo des caméras. Camille pâlit. Elle savait que cette vidéo la détruirait sur les réseaux sociaux. Elle rassembla ses affaires et partit en lançant une dernière malédiction sur la famille de fous qui préférait une bonne à une vraie dame.
Quand l'ascenseur se referma, Antoine courut vers Emma. Il la trouva recroquevillée sur son lit, encore secouée par les sanglots. La conversation qui suivit fut simple et profonde. Emma confessa qu'elle aimait Marie comme une maman, que Camille l'avait toujours effrayée, qu'elle avait fait ce dessin parce que Marie était la seule personne avec papa qui la faisait se sentir en sécurité depuis la mort de maman. Antoine regarda sa fille et vit ce qu'il avait ignoré pendant des mois. L'amour qu'il cherchait pour Emma avait toujours été là, dans la femme silencieuse qui chaque matin préparait des crêpes en forme de cœur, qui connaissait chaque peur et chaque rêve de l'enfant, qui avait dédié 4 ans de sa vie à une fille qui n'était pas la sienne. Le lendemain matin apporta des révélations qui changeraient tout. Antoine avait passé la nuit à réfléchir, à observer avec des yeux nouveaux 4 années de souvenirs. Marie avait toujours été là, dans l'ombre, jamais intrusive mais toujours présente. C'était elle qui consolait Emma après les cauchemars, qui l'aidait avec les devoirs, qui connaissait le nom de chaque poupée et l'histoire de chaque peluche. Il convoqua Marie dans son bureau après avoir accompagné Emma à l'école. La femme entra avec sa retenue habituelle, mais Antoine remarqua pour la première fois les marques du temps sur son visage, la fatigue dans ses épaules et quelque chose de plus profond, une tristesse ancienne qu'elle avait appris à cacher. La conversation qui suivit dévoila une histoire qu'Antoine n'aurait jamais imaginée. Marie n'avait pas toujours été nounou. Elle avait été professeure Marie Lambert, enseignante d'histoire de l'art à la Sorbonne. Elle avait eu une fille, Sophie, morte de leucémie 8 ans plus tôt, à seulement 24 ans. La maladie de Sophie avait tout dévoré. Les économies pour les traitements expérimentaux en Amérique, la carrière abandonnée pour soigner sa fille, le mariage effondré quand le mari n'avait pas supporté la douleur. Pierre Rousseau l'avait quittée quand les médecins avaient donné 6 mois à Sophie, l'accusant d'être obsédée et de gaspiller leur existence pour une cause perdue. Marie avait tout vendu. L'appartement du Marais, les bijoux de famille, même les livres précieux de sa collection, pour payer une dernière tentative dans une clinique suisse. Cela n'avait pas suffi. Sophie était morte dans ses bras, et avec elle était morte une partie de Marie. Après l'enterrement, seule et brisée, elle avait vu l'annonce pour une nounou. C'était comme un signe du destin. Emma venait de perdre sa mère, tout comme elle avait perdu sa fille. 2 âmes brisées qui pouvaient peut-être guérir ensemble. Antoine écoutait en silence, comprenant enfin tant de petits gestes qu'il avait remarqués au fil des ans. La façon dont Marie regardait Emma quand l'enfant ne s'en apercevait pas, avec un amour mêlé de douleur. Comment elle conservait chaque dessin, chaque bricolage, comme s'ils étaient des trésors. Comment parfois, la nuit, Antoine l'avait entendu chanter des berceuses à Emma, avec une voix brisée par l'émotion. Le détective privé qu'Antoine engagea discrètement confirma tout et ajouta des détails déchirants. Marie vivait dans un studio minuscule à Montreuil, mangeait 1 fois par jour pour économiser, envoyait la moitié de son salaire à l'Institut Curie pour la recherche sur le cancer. Elle n'avait pas de vie sociale, rien d'autre qu'Emma. Mais il y avait plus. Le détective découvrit que Pierre Rousseau, l'ex-mari, avait eu une famille secrète à Lyon pendant la maladie de Sophie. Pendant que Marie veillait leur fille mourante, il construisait une nouvelle vie avec une autre femme. Le divorce avait été cruel. Pierre avait tout obtenu en invoquant l'instabilité mentale de Marie pendant le deuil. Antoine commença à observer Marie avec des yeux complètement nouveaux. Ce n'était plus seulement la nounou efficace et silencieuse. C'était une femme qui avait connu la douleur la plus profonde et avait choisi de transformer cette douleur en amour pour une autre enfant. C'était la force cachée sous une fragilité apparente, la dignité au milieu de l'humiliation quotidienne d'être juste la bonne. Un soir, alors que Marie aidait Emma avec un projet scolaire sur la famille, Antoine les observa depuis la porte. Emma avait dessiné un arbre généalogique et avec la spontanéité des enfants avait placé Marie à côté de papa et maman. Marie avait doucement corrigé, expliquant qu'elle était une amie spéciale. Mais Emma avait insisté que dans son cœur, Marie était de la famille. Ce fut à ce moment qu'Antoine comprit. Il avait cherché une mère pour Emma dans les mauvais endroits, parmi les femmes du 16e arrondissement, parmi les mannequins et les influenceuses.
La mère qu'Emma avait choisie avait toujours été là, sans prétention, sans glamour, juste avec un amour infini et inconditionnel. Le tourbillon médiatique après la rupture avec Camille fut immédiat et impitoyable. Les tabloïds se déchaînèrent, tandis que Camille alimentait le feu avec des posts cryptiques sur Instagram, se peignant en victime. Mais dans l'appartement de l'avenue Foch, loin du tumulte, quelque chose de profond naissait. La confrontation avec Camille et son père, l'avocat Moreau, dura 5 minutes. Il voulait 2 millions pour préjudice d'image, mais la vidéo du dessin déchiré mit fin à toute prétention. Camille partit en lançant une malédiction. Aucune femme respectable n'accepterait jamais d'être seconde après une domestique. Ce soir-là, Marie demanda à parler à Antoine. Avec Paris illuminé au-delà des baies vitrées, elle confessa s'être éprise de lui des années auparavant, mais avoir enterré ce sentiment. Antoine, après un long silence, admit que son cœur, mort avec Claire, avait recommencé à battre pour elle. Les jours suivants furent une danse délicate de sentiments non dits. Emma, avec l'intuition des enfants, comprit tout. Un soir, elle prit les mains des deux adultes et les unit. « Voilà, maintenant nous sommes une famille ». Dès lors, cacher la relation devint impossible. Les paparazzi les photographièrent ensemble et les titres explosèrent. Le milliardaire et Cendrillon. Mais dans l'appartement, protégé par l'amour d'Emma, Antoine et Marie construisaient silencieusement les fondations de quelque chose de vrai. Le scandale médiatique dépassa toutes les prévisions. Marie devint la cible préférée des tabloïds, qui fouillaient son passé avec férocité. Des photos d'elle jeune professeure étaient comparées impitoyablement à des images actuelles. L'histoire de Sophie était déformée et utilisée pour la dépeindre comme une femme désespérée, cherchant une seconde chance aux dépens d'un veuf vulnérable. L'article le plus dévastateur vint de l'interview que Pierre Rousseau accorda à Paris Match. L'ex-mari peignit Marie comme une femme obsessive qui avait dilapidé leurs économies pour des soins inutiles, qui avait perdu la raison après la mort de leur fille, qui s'accrochait maintenant à un milliardaire pour refaire sa vie. Les mensonges étaient entrelacés avec suffisamment de vérité pour paraître crédibles. Emma commença à souffrir à l'école. Les parents des camarades, nourris par les ragots, instruisaient leurs enfants de rester loin de la fille du milliardaire qui s'était mis avec la bonne. L'enfant rentrait en larmes, demandant pourquoi les gens étaient si méchants avec Marie, qui était la personne la plus gentille du monde. Antoine était furieux, prêt à utiliser tout son pouvoir pour détruire quiconque blessait sa famille. Mais ce fut Marie qui l'arrêta, avec la sagesse de celle qui avait déjà tout perdu une fois. La vengeance ne ferait qu'alimenter le feu. Il fallait résister avec dignité, protéger Emma et laisser le temps montrer la vérité. Mais la situation dégénéra quand Pierre Rousseau fit son coup. Armé d'un avocat sans scrupules, il réclama 50% de tout patrimoine que Marie obtiendrait en épousant Antoine, citant des créances non réglées du divorce. C'était du chantage pur, mais techniquement, il avait des bases légales. Camille Moreau, flairant l'opportunité de vengeance, s'allia avec Pierre. Ensemble, ils lancèrent une campagne de diffamation coordonnée. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Camille sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Cherche la nounou arriviste ». Pierre avec des interviews toujours plus venimeuses. L'objectif était clair. Rendre la vie de Marie si insupportable qu'elle serait forcée de partir. Une nuit, Marie craqua. Elle prépara ses valises en silence, écrivit 2 lettres, une pour Antoine, une pour Emma, et s'apprêta à disparaître. Elle ne pouvait pas permettre que sa présence détruise la vie des 2 personnes qu'elle aimait le plus au monde. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte avec ses valises, elle trouva Emma dans le couloir. L'enfant avait tout deviné avec cet instinct infaillible des enfants. La scène qui suivit brisa et recomposa le cœur de Marie. Emma s'accrocha à elle en pleurant, la suppliant de ne pas partir, disant que peu importait ce que disaient les gens, que l'amour vrai était plus fort que tout. Antoine, réveillé par les pleurs, trouva les 2 enlacés. Il lut les lettres que Marie avait laissées et les déchira devant elle.
Cette nuit-là, ils prirent une décision. Ils se battraient ensemble. Ils ne céderaient pas au chantage et aux mensonges. L'amour vrai mérite d'être défendu. Le détective privé d'Antoine travailla toute la nuit. À l'aube, il avait un dossier qui changeait tout. Pierre Rousseau n'avait pas seulement une seconde famille à Lyon, mais avait détourné des fonds du compte joint pendant que Sophie était à l'hôpital. Camille Moreau avait un passé d'escroquerie sentimentale, avec 3 plaintes pour extorsion de la part d'hommes fortunés. Les preuves furent présentées en privé à Pierre et Camille. Le message était clair: retirez toute accusation et disparaissez, ou tout devient public. Pierre signa la renonciation immédiate. Camille résista jusqu'à ce qu'Antoine lui montre ce qui arriverait à sa carrière d'influenceuse si les vidéos de sa cruauté envers Emma devenaient virales. La conférence de presse qu'Antoine convoqua au Plaza Athénée bouleversa Paris. Devant 100 journalistes, il raconta la vraie histoire de Marie Lambert. Non pas la nounou arriviste, mais la professeure qui avait tout sacrifié pour sa fille malade. La femme qui avait transformé sa douleur en amour pour une autre enfant. L'âme douce qui avait sauvé Emma de la dépression après la mort de sa mère. L'annonce de la fondation Sophie Lambert pour la recherche sur la leucémie infantile, avec une dotation initiale de 50 millions d'euros, changea complètement le narratif. Marie n'était plus la femme qui voulait l'argent du milliardaire. Elle était la femme qui inspirait le milliardaire à utiliser son argent pour sauver des vies. Mais le moment qui fit le tour du monde fut quand Antoine s'agenouilla devant les caméras. La demande en mariage public n'était pas un geste théâtral, c'était une déclaration de guerre contre l'hypocrisie de la société. Antoine Duval, l'un des hommes les plus puissants de France, s'agenouillait devant une nounou, déclarant que l'amour vrai ne connaît pas de classe sociale. Marie regardait depuis l'appartement. Sa réponse donnée par téléphone en direct émut tout le monde. Elle acceptait, mais à des conditions précises, pas de mariage fastueux, pas de cirque médiatique. Elle voulait retourner enseigner, elle ne serait jamais un trophée. Elle voulait être aimée pour ce qu'elle était, non transformée en ce que la société attendait. Les mois qui suivirent furent une bataille quotidienne. Les paparazzis assiégeaient l'appartement. Les commérages ne s'arrêtaient pas. Emma continuait à subir des remarques à l'école. Mais quelque chose changeait. Les premières familles sauvées par la Fondation commencèrent à parler. D'anciens étudiants de Marie de son époque universitaire écrivirent des lettres ouvertes sur la professeure extraordinaire qui avait changé leur vie. Lentement, le récit se renversa. Marie n'était plus la nounou qui avait séduit le milliardaire. Elle était la femme qui avait inspiré le milliardaire à devenir une meilleure personne. Les photos d'elle consolant Emma, l'accompagnant à l'école sous la pluie, lui apprenant à cuisiner, racontaient une histoire d'amour maternel qui touchait les cœurs. Le coup de grâce aux mauvaises langues vint d'une source inattendue. La mère de Claire, grand-mère d'Emma, accorda une interview exclusive. Elle déclara que sa fille, du paradis, bénissait cette union, que Marie était la mère que Claire aurait choisie pour Emma, que l'amour vrai ne remplace pas mais multiplie, n'efface pas le passé mais construit l'avenir. Avec la bénédiction de la famille de Claire, les derniers murs s'écroulèrent. Même le tout Paris, toujours prompt à juger, dut admettre qu'il y avait quelque chose d'extraordinairement pur dans cette histoire d'amour né de la douleur et grandi dans le sacrifice. La date du mariage fut fixée, non pas à Paris, sous les projecteurs, mais dans une petite église du village natal de Marie en Provence. Seulement 30 invités, la vraie famille, les amis sincères, les gens qui avaient vu au-delà des apparences. Le mariage se célébra par un matin de printemps qui semblait peint par Cézanne. La petite église Saint-Michel, dans le village provençal où Marie avait grandi, était décorée uniquement de lavandes et de fleurs des champs cueillis par Emma ce matin-là. Pas de photographes, pas de réseaux sociaux, juste l'amour pur. Marie portait une simple robe de soie ivoire ayant appartenu à sa mère. Antoine avait abandonné les costumes à des milliers d'euros pour un simple costume bleu. Mais c'était Emma qui volait la vedette, avec sa robe cousue main par Marie durant des soirées de confidence et de rires partagés.
Pendant la cérémonie, quand le prêtre demanda si quelqu'un avait des objections, Emma leva la main. Le silence tomba comme un voile. L'enfant se leva, marcha vers l'autel et sortit de sa poche un nouveau dessin. Il montrait 4 silhouettes. Antoine, Marie, elle-même et une figure lumineuse dans le ciel. Claire. D'une voix claire, Emma déclara que ce jour-là, elle ne gagnait pas seulement une nouvelle maman, mais témoignait que l'amour vrai existe, que les familles se construisent avec le cœur, non avec le sang, et que sa maman au ciel souriait en voyant papa et Marie heureux. Il n'y eut pas un œil sec dans l'église. Le dessin, ce nouveau qui remplaçait celui déchiré par Camille, devint le symbole d'une famille reconstruite des cendres de la douleur. Pendant la réception dans le jardin du mas familial, des nouvelles arrivèrent qui rendirent le jour encore plus spécial. La Fondation Sophie Lambert venait de recevoir l'approbation pour financer un nouveau service pédiatrique spécialisé dans la leucémie infantile à l'hôpital Necker. 20 enfants étaient déjà en traitement grâce au fonds. C'était comme si Sophie vivait dans chaque vie sauvée. Mais la plus grande surprise vint 1 an plus tard. Marie, à 54 ans, découvrit qu'elle était enceinte. Les médecins parlèrent de miracles, de probabilités infinitésimales. Antoine et Marie y virent la main de Claire et Sophie, 2 mères au ciel qui bénissaient cette nouvelle vie. Le petit Louis Mathieu naquit par une nuit de neige, avec Emma tenant la main de Marie pendant l'accouchement. Quand Antoine tint son fils pour la première fois, il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis la mort de Claire. Mais c'étaient des larmes différentes, non de douleur, mais de gratitude infinie pour ce don inattendu. 2 ans plus tard, le mas provençal des Duval accueillait une scène qui semblait sortie d'un tableau de Renoir. Emma, maintenant 9 ans, lisait une histoire au petit Louis pendant que Marie, enceinte du 3e enfant, un autre miracle médical, peignait dans le jardin. Elle avait repris l'art, sa première passion, et ses œuvres sur la maternité et la Renaissance étaient recherchées par les galeries de toute la France. Antoine avait réduit l'empire, choisissant la qualité de vie sur la quantité du profit. Il travaillait depuis la maison, savourant chaque moment avec la famille qu'il pensait ne plus pouvoir avoir. La Fondation Sophie Lambert avait sauvé 80 enfants en 3 ans, et chaque famille sauvée devenait partie d'un réseau d'amour et de soutien. Camille Moreau avait disparu dans l'oubli des réseaux sociaux, son profil supprimé après que la vérité eut émergé. Pierre Rousseau vivait sa vie médiocre à Lyon, oublié de tous, mais dans le mas provençal, leur nom n'était jamais prononcé. Non par rancœur, mais parce qu'ils étaient insignifiants dans l'histoire d'amour qui s'écrivait chaque jour. Un soir d'été, alors que les cigales chantaient dans les oliviers, Antoine trouva Marie regardant un vieil album photo. Il y avait des images de Sophie, de Claire, des moments de vie passée. Il n'y avait pas de tristesse dans ses yeux, seulement de la gratitude. Antoine l'enlaça par derrière, sentant le bébé bouger dans son ventre. Emma et Louis jouaient dans le jardin, leurs rires emplissant l'air. À ce moment, Antoine comprit la vérité la plus profonde. La douleur n'avait pas été effacée, elle avait été transformée. Les pertes n'avaient pas été oubliées, elles avaient été honorées par une nouvelle vie. Le dessin déchiré par Camille avait été le début de tout. De la destruction était née la création. De la cruauté avait fleuri la bonté. De l'apparence avait émergé la substance. Une nounou humble et un milliardaire brisé avaient trouvé l'un dans l'autre non seulement l'amour, mais la rédemption. La fondation continuait de grandir. Chaque enfant sauvé recevait un dessin fait par Emma, l'artiste de la famille, avec un message. N'abandonnez jamais, l'amour gagne toujours. Sophie et tous les anges veillent sur vous. Quand le 3e enfant naquit, une fille qu'ils appelèrent Claire Sophie, la famille était complète. Ou du moins le pensait-il, jusqu'à ce qu'Emma, maintenant adolescente, demande à pouvoir adopter une enfant orpheline atteinte de leucémie qu'elle avait rencontrée à travers la fondation. Le cercle se fermait et se rouvrait. L'amour ne se divisait pas. Il se multipliait. La famille ne se limitait pas, elle s'étendait. Et dans ce mas provençal, entouré d'amour, d'art et d'espoir,
Antoine Duval comprit que la vraie richesse n'était pas ses millions en banque, mais les cœurs qui battaient autour de lui. La dernière scène les montre tous ensemble pour le 18e anniversaire d'Emma. La jeune femme, belle fusion du souvenir de Claire et de l'amour de Marie, tient dans ses bras la petite Léa, l'enfant qu'ils avaient adopté et que la chimiothérapie guérissait enfin. Louise et Claire-Sophie jouent avec les chiens adoptés du refuge. Marie et Antoine, les cheveux d'elle maintenant complètement argentés, ceux de lui grisonnants, se regardent avec le même amour du premier jour, multiplié par chaque épreuve surmontée. Sur le mur du salon, encadré comme l'œuvre d'art la plus précieuse, se trouve le dessin d'Emma. Celui nouveau fait le jour du mariage. 4 silhouettes devenues 7, plus 2 anges dans le ciel. Une famille impossible, rendue possible par l'amour. Car au final, le dessin déchiré n'avait pas été une tragédie, mais un miracle déguisé. Il avait montré la vraie nature de Camille, révélé le cœur d'or de Marie, permis à Antoine de voir au-delà des apparences. Ce moment de cruauté avait engendré une vie entière de bonté. Et tandis que le soleil se couchait sur les collines provençales, peignant le ciel des couleurs des dessins d'Emma enfant, la famille Duval-Lambert prouvait au monde une vérité simple mais révolutionnaire. L'amour vrai n'a pas de classe sociale, pas d'âge, pas de convention. Il a seulement le courage de ceux qui choisissent d'aimer au-delà de tout obstacle, qui construisent des cathédrales d'affection sur les ruines de la douleur, qui comprennent que la vraie noblesse n'est pas dans le sang bleu, mais dans le cœur qui bat pour les autres. Le dessin déchiré avait été recomposé, non avec de la colle, mais avec de l'amour, non identique à l'original, mais infiniment plus beau, comme la vie elle-même quand elle trouve le courage de renaître. Mettez un like si vous croyez que l'amour vrai dépasse toute barrière sociale. Commentez quel moment vous a le plus touché le cœur. Partagez avec ceux qui ont besoin de savoir que des cendres peut naître le bonheur le plus pur. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui prouvent que le destin se cache dans les gestes les plus simples, comme un dessin déchiré qui devient le début d'un miracle.